Merci, Présidente. Monsieur le Premier ministre, des températures excessives une semaine, puis glaciales la semaine suivante, soit 30 degrés d'amplitude. Et dans la nuit du 7 au 8 avril, un épisode de gel dramatique qui est venu anéantir une année de labeur de nos agriculteurs, notamment dans la vallée du Rhône, le Tarn-et-Garonne, en Saône-et-Loire ou dans les Pays de Loire. Au nom du groupe socialiste apparenté, je veux dire ici notre tristesse et notre soutien à toutes celles et ceux qui, après un combat acharné pour tenter de sauver fruitiers, vignes et semences, ont vu au matin qu'ils avaient tout perdu, jusqu'à 100% des récoltes attendues pour certains. Vous êtes venu en Ardèche, monsieur le Premier ministre, accompagné de 2 de vos ministres, exprimer la solidarité du gouvernement. Il le fallait, mais après l'annonce de mesures d'urgence exceptionnelles, que les agriculteurs espèrent cette fois rapides et accessibles à tous, masqueront-elles l'urgence qu'il y a à repenser les politiques agricoles en termes de nouvelles solidarités? Le dérèglement climatique et ses violents épisodes de plus en plus fréquents nous obligent à redéfinir les mécanismes de soutien aux différentes filières et à soutenir les transitions nécessaires vers lesquelles de très nombreux agriculteurs se sont engagés. Déjà impactés par la raréfaction de la richesse en eau, par les exigences d'une agriculture durable, par l'accaparement du foncier, par la pression forte des entreprises de l'aval, grandes surfaces, grossistes, industrie alimentaire, nos agriculteurs sont au centre d'exigences contradictoires. Or, nous craignons que les mois provoqués par cette calamité ne suffisent pas pour que la solidarité interprofessionnelle ne l'emporte sur la loi de l'offre et de la demande. Quant aux quelques articles de la loi climat, ils sont bien en deçà des attentes de nos agriculteurs. Alors, des propositions vous ont faites par le monde agricole dans sa diversité, comme celle de la mise en place d'un fonds d'indemnisation mutuelle et solidaire, abondé par les paysans, l'État et les entreprises de la chaîne alimentaire, ou la refonte du système assurantiel. Ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, par le dialogue qu'ils entretiennent avec une nature fragile, sont au-delà même de la mise en valeur de nos territoires, sont notre fierté collective. Meurtris, certes, mais déterminés à ne pas abandonner, ils comptent sur vous, ne les abandonnez pas. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais avec vous avant toute chose penser aux morts de la Covid, bientôt 100 000 cette semaine, aux malades, à leurs familles, en disant que nous ne nous résignons pas face à cet état de fait tragique. Le variant brésilien, Monsieur le Premier ministre, frappe durement le Brésil et pourrait, dit-on, compromettre en Europe et en France, à lui seul, les efforts accomplis en matière de lutte contre la pandémie, d'aucuns parlant même d'une possible 4e vague. Ce variant semble plus contagieux que tout autre, toucherait aussi des populations plus jeunes. Il y aurait plus de 50% des malades en soins intensifs au Brésil qui auraient moins de 40 ans. Ce variant aurait une capacité forte de réinfection, on l'a observé notamment à Manaus, et d'ores et déjà, 17 mutations auraient été identifiées. Vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, que face à la menace, la France, comme d'autres pays d'Europe, avait décidé de l'interruption de ses liaisons aériennes avec le Brésil. Et je crois que c'est une nécessité et une très bonne décision. Certains pays, cependant, depuis plusieurs mois, ont décidé, face à l'émergence de variants, de massifier leur capacité de séquençage du virus pour détecter les variants les plus contagieux, pour identifier les événements de surpropagation, pour suivre au plus près l'évolution de l'épidémie. Mais la France connaît en la matière un très grand retard. Le séquençage s'avère pourtant essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Sur la base de données mondiales, GISAID, 500 000 génomes ont été partagés. La France en a produit 5 000, 40 fois moins que la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont investi, dès mai 2020, 20 millions de livres pour créer leur consortium de génomique du Covid-19. Ce n'est pas un effort qui, pour l'instant, a été accompli par la France. Monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu majeur. Pourriez-vous nous dire ce que la France fait pour traquer ce virus et comment il entend rattraper ce défi du séquençage si majeur? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il semble bien que cette fois, à l'Ouest, il y a du nouveau, et même une révolution. L'ère du tout libéral, l'ère imposée par le duo Reagan-Thatcher, selon lequel l'État n'est pas la solution, l'État c'est le problème, pourrait se refermer. En effet, voilà que Joe Biden lance un plan dont le seul premier volet prévoit un investissement de 2 300 milliards de dollars. Le total pourrait même flirter avec 25% du PIB américain. Que nous dit Joe Biden? Tout simplement que seule la puissance publique peut enclencher le redémarrage post-Covid et réussir la transformation écologique et sociale qui s'impose. Joe Biden nous dit aussi qu'il n'y a pas d'État fort sans une fiscalité juste et adaptée.
Et voilà qu'il augmente l'imposition des entreprises des États-Unis et propose un impôt mondial minimum sur les bénéfices. Après 40 ans de domination et de toute puissance des firmes transnationales, des fonds souverains et des paradis fiscaux, Joe Biden nous propose tout simplement que les États, c'est-à-dire les peuples et les citoyens, reprennent la main. Face à ces mutations outre-Atlantique, quelle sera votre position, Monsieur le Premier ministre? J'entends parler de réduire la dépense de l'État, de réduire la dette. Et voilà que ressort la réforme des retraites et celle des droits des chômeurs. Et voilà que le « quoi qu'il en coûte » cède la place au pognon de dingue. Monsieur le Premier ministre, la France va-t-elle rater le train de l'histoire? Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, alors que la détresse psychologique est toujours très présente dans nos campagnes, les premières nuits d'avril furent dramatiques pour bon nombre de paysans français. Aujourd'hui, la solidarité nationale s'impose. Les réponses qui seront apportées devront laisser aucun agriculteur sur le côté. Face à ce gel généralisé, répondre à l'urgence sur le terrain doit être notre priorité. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher d'apporter des solutions pérennes pour éviter ces catastrophes économiques et humaines. Du fait du dérèglement climatique, ces aléas, le gel, la grêle, la sécheresse, l'excès d'eau, que sais-je encore, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Alors que seulement 30% de la ferme France est assurée, Monsieur le ministre, le temps est venu de repenser l'assurance récolte sur l'ensemble du territoire et bien entendu la rendre accessible à tous nos agriculteurs. Pour cela, il nous faut baisser la franchise à 20% et augmenter le niveau de subvention à 70%, comme le prévoit le règlement européen Omnibus. D'autres propositions innovantes pourraient être mises sur la table. Je pense au pool de réassurance qui est pratiqué en Espagne et qui permet de mutualiser les risques. Dans son allocution du 12 mars 2020, le président de la République déclarait que déléguer notre alimentation à d'autres était une folie. Alors oui, protéger notre agriculture, c'est protéger notre souveraineté. C'est bien là la place et le rôle de l'État. Je suis persuadé que, comme pour les catastrophes naturelles, les Français sont prêts à faire preuve de solidarité pour défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. En ce sens, Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre sur la table l'assurance récolte, y compris sur les sujets centraux que sont l'assurance obligatoire, mais aussi la réassurance d'État? Madame la ministre, de nombreux professionnels nous alertent sur les souffrances psychologiques et psychiques éprouvées par un grand nombre d'enfants et d'adolescents de notre pays. Ces jeunes subissent en effet de plein fouet les effets directs et indirects de la crise sanitaire, ceux-ci s'ajoutant parfois à un contexte familial déjà compliqué ou qui s'est détérioré suite aux périodes de confinement. Face à cette situation préoccupante, nous constatons l'impossibilité actuelle de répondre à ces nombreuses situations de détresse, faute de moyens suffisants pour faire face à l'augmentation des demandes. Des centres médico-psychologiques qui sont saturés, une pénurie de lits d'hospitalisation à temps complet, un manque d'effectifs de pédopsychiatres. La liste des carences s'allonge et inquiète. L'ensemble de ces insuffisances structurelles entraîne une discontinuité, voire de graves défaillances dans les prises en charge individuelles, laissant les professionnels sociaux et médico-sociaux bien seuls face à des situations qui nécessitent pourtant un accompagnement renforcé et surtout pluridisciplinaire. Madame la ministre, chaque jour, nous voyons de nouvelles formes de souffrance psychique se développer chez des enfants et adolescents de plus en plus jeunes. Violences, addictions, tentatives de suicide. Le risque de nouveaux passages à l'acte ne cesse de s'amplifier. Quelles mesures concrètes et urgentes le gouvernement compte-t-il mettre en place pour parer à cette détresse grandissante de nos jeunes, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, indispensable, essentiel, applaudi à 20 heures. Il y a un an, nous ne tarissions pas d'éloges pour saluer l'engagement des professionnels du soin à l'hôpital et dans les EHPAD. En juillet 2020, les conclusions du Ségur de la santé actaient une revalorisation salariale pour les agents hospitaliers, laissant de côté nombre d'agents exerçant pourtant les mêmes métiers dans les établissements du secteur social et médico-social. Les oubliés du Ségur ont dû batailler de longs mois pour faire entendre cette injustice et arracher une juste reconnaissance
une revalorisation méritée de leur rémunération. Ils et elles ont eu raison de se mobiliser, notamment les professionnels du soin à domicile, dont nous souhaitons le développement. Vos annonces, Madame la Ministre, lundi, laissent à penser que cet oubli serait réparé. S'il faut se satisfaire que votre gouvernement s'engage enfin à ouvrir cette revalorisation au personnel paramédical sans distinction du statut de leur employeur, si nous saluons la revalorisation étendue au personnel éducatif du secteur du handicap, de nombreuses incertitudes demeurent. Quelle revalorisation prévoyez-vous pour les nouveaux oubliés, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance réalisant les mêmes tâches éducatives, sanitaires ou sociales, les travailleurs sociaux des foyers d'accueil médicalisés, des instituts médico-éducatifs, pourtant aussi essentiels aux personnes en situation de handicap, des psychologues dans les hôpitaux, les sages-femmes, profession médicale toujours sous-valorisée, les infirmiers, anesthésistes. Madame la Ministre, comment envisagez-vous sérieusement de financer ces promesses si vous repoussez encore la discussion parlementaire sur les moyens accordés au grand âge et à l'autonomie ? Allez-vous renvoyer la facture au département ?